Depuis 20 ans, la France a perdu 1,3 million de postes dans l'industrie, soit le quart de ses effectifs. Ces pertes d'emplois se sont accélérées dans les années 2000 avec la montée de la globalisation, la concurrence des émergents, les délocalisations. La crise qui a éclaté en 2008 a provoqué un nouveau choc et accentué ce déclin. Si les grandes entreprises ont plutôt bien surmonté ce choc, finalement, le tissu français d'entreprises de taille intermédiaire et les sous-traitants ont beaucoup souffert. Malgré la reprise, nous n'avons retrouvé que le niveau d'activité de 1997, soit un recul de plus de 10 ans. Dans le même temps, l'Allemagne, qui avait subi très durement la chute du marché mondial, a presque retrouvé aujourd'hui son niveau d'activité antérieur. Une industrie allemande qui, depuis 10 ans, prend des parts de marché aux autres pays européens. La comparaison montre bien que la France a un problème avec son industrie. Pas seulement à cause des pays émergents, mais aussi peut-être avec son voisin allemand, peut-être aussi par manque d'intérêt stratégique pour l'industrie. Pour en parler, Xerfi a invité aujourd'hui un industriel de terrain, non pas un patron salarié, mais un patron entrepreneur, et surtout un ardent défenseur de l'industrie. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Pierre Gattaz, vous avez une formation d'ingénieur. Vous êtes président du directoire de Radial, une entreprise d'origine familiale qui s'est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements électroniques et principalement des connecteurs. Vous êtes également président du FIEC, la Fédération des syndicats de l'électronique et de l'électricité, c'est bien cela. Vous avez été élu en juin 2010 président du groupement des fédérations industrielles qui fédère les plus importantes organisations professionnelles de l'industrie française. Vous êtes un ardent défenseur de l'industrie et vous venez de publier Le Printemps des magiciens. Le Printemps des magiciens, ça ne fait pas très industriel. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien, le Printemps des magiciens, parce que je considère que les industriels que nous sommes, avec nos équipes de salariés et de cadres, nous sommes des magiciens parce que nous arrivons à transformer du sable en semi-conducteur, du carbone en composite pour les ailes d'avion, les trains et les voitures, éventuellement un jour de l'eau en énergie. Je dirais c'est cette transformation permanente de choses naturelles, de matières premières, à partir d'idées pour en faire des produits, des composants, des réseaux, des systèmes, des équipements, qui sont que nous sommes des véritables magiciens. Alors il va falloir beaucoup de magie pour relancer l'industrie française, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. La perte de vitesse de l'industrie française, elle date d'avant la crise. Oui, comment l'expliquez-vous ? Alors, moi, si vous voulez, donc, je pilote une entreprise de taille intermédiaire, une ETI de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les composants électroniques. Ça fait une vingtaine d'années que je suis pilote de cette entreprise. Je voudrais juste refaire un petit retour en arrière. Les années, quand je suis arrivé en 92 jusqu'à l'an 2000, nous avons profité de la filière d'excellence des télécommunications françaises avec des développements extraordinaires, le GSM, des mobiles, et nous avons fait des croissances très fortes pendant cette période-là. Cette industrie des télécoms qui avait été lancée dans les années 70. Exactement, et qui fait que nous avions des Nortel, des Motorola, des iWave Optical, des Alcatel, et tous leurs sous-traitants en France, en Bretagne, beaucoup, à Rennes, à Lannion. Et en 2001, presque brutalement, le 15 février à 15h, comme je le dis souvent, tout s'est arrêté pour faire pas le 11 2 septembre. Pas le 11 septembre, c'était en février. Et si vous voulez, ça crée un traumatisme dont on ne se souvient plus complètement, mais ceux qui étaient, je dirais, acteurs de cette filière s'en souviennent encore. Ça a été un énorme traumatisme. Moi, j'ai vu une chute de production, ça coûte, c'est 30 à 40% de chiffre d'affaires en moins sur Radial en 2 ans. J'ai vu des concurrents mourir, j'ai vu tous mes clients partir de France, soit mourir comme Nortel, soit délocaliser, soit se restructurer. Et je me suis vraiment posé la question avec mes collègues des composants électroniques et des gens qui fournissaient cette merveilleuse filière d'excellence qu'on a quand même inventée. On était à l'origine du Minitel, des fibres optiques, des autoroutes de l'information, du GSM, c'était inventé en France. On s'est retrouvés en effet mis à bas. Et je me suis posé la question avec mes collègues, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est ça la mondialisation ? Est-ce que c'est ça l'industrie du futur ? Si en 2 ans, un pôle est capable, qui a été créé en 40 ans ou en 30 ans, est capable de disparaître de France, c'est dramatique. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est qu'une crise, c'est pas simplement une baisse d'activité, c'est une partie du tissu qui s'en va. Oui, alors dans le cas de la France, oui, parce que les Américains ont cette capacité de
je dirais, de baisser la voilure, éventuellement de licencier, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon d'ailleurs, et de repartir très vite. Les Allemands utilisent d'autres moyens. Nous, en France, je dirais, le problème, c'est de rebondir sur quoi? Et alors, au niveau de Radial, heureusement, on est reparti à fond sur l'aéronautique, sur les États-Unis, sur la Chine, sur l'Inde, sur Boeing. Et ça s'est bien passé puisqu'on est reparti vers le haut. Moi, j'ai beaucoup malheureusement de collègues qui n'ont pas eu cette opportunité ou cette chance. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on s'est dit, bon, on a trop de charges en France. Alors, première chose, les charges, c'est vrai. Les charges, c'est vrai qu'on est aujourd'hui en France, depuis de nombreuses années, on a une réglementation fiscale, sociale, du coût du travail qui est élevé. Bon, c'est un discours qui est connu, qui est statistiquement avéré. On a une différence de charge aujourd'hui entre l'Allemagne et la France de 7 points du PIB avéré. Il est clair que, si vous voulez, l'industrie française aujourd'hui manque un peu de compétitivité et de problème, souplesse. vous, en tant que Radial, ce n'est pas les pays émergents. Alors, excusez-moi, c'est un premier problème, mais ce n'est pas le seul. Et on s'est dit, ce discours-là, il faut le tenir, mais ce n'est pas le seul. Parce que ce discours-là, il est tenu par tout le monde. Il n'est pas très sexy, excusez-moi, il n'est pas porteur d'avenir. Et on s'est dit, il faut être original. Et depuis 10 ans, avec mes pairs de la filière électronique et de les fédérations et de l'industrie, on se dit, il faut sortir par le haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la base de tout, c'est un client, un marché. Moi, je ne peux pas embaucher, faire du social, faire des emplois, créer des usines, si mes marchés sont en Chine, en Inde, et s'ils sont partis définitivement. Il faut des marchés en France, en Europe, pour pouvoir exporter. C'est à ma taille de PME ou de ETI. Donc, il faut recréer des marchés ou des filières. Et on s'est parlé, mais on va dire, de quelle filière parle-t-on? On ne va pas demander à des gens de consommer 3 vélos, un 4e, des télévisions, des cafetières, tout ça, de toute façon, est importé de Chine. Non, il faut parler de choses sérieuses, des besoins sociétaux. Donc, on a fait une analyse assez forte sur les besoins sociétaux des citoyens français. La santé, le bien-être, le développement durable, moins pollué, la sécurité sous toutes ses formes, sécurité sur la route, sécurité des transactions bancaires, sécurité du territoire. Donc le mieux vivre, mieux vieillir, la télémédecine, la télésanté, la formation, tous ces besoins sociétaux qui vont utiliser de plus en plus des produits, des composants, des réseaux informatiques, des capteurs, des composants, des équipements, et qui vont faire qu'on peut travailler à la fois pour le citoyen, pour l'homme et la femme, et de recréer en France, à travers toutes les technologies qu'on a, les logiciels, les chercheurs, les scientifiques, les futurs besoins de nos concitoyens, et bien évidemment, en un vue d'exportation. Donc de recréer des pôles d'excellence en France, et on a beaucoup travaillé depuis pas mal de temps sur ces sujets-là. On a fait un livre blanc à la FIEC, repris par le groupement des fédérations industrielles. Inutile de vous dire que pendant quelques années, on était totalement pornographique. Pornographique. Les plans, non mais c'est fini, c'était il y a 40 ans, Monsieur Gattaz, etc. Et puis, quelque part, heureusement, la crise est arrivée en 2009. Et là, on s'est rendu compte... Permettez-moi, on va revenir sur les perspectives. Je voudrais quand même qu'on décortique un petit peu ce lent déclin progressif mais continu de l'industrie française. Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs raisons, puisqu'il y a eu les 30 glorieuses de Gaulle-Pompidou, suivies de 30 piteuses. Et les 10 dernières années, je les qualifierais de 10 calamiteuses. Et c'est vrai que les 10 dernières années, depuis 2000, ont été terribles pour l'industrie française. Alors si on liste les problèmes. On a perdu 70 000 emplois par an depuis 10 ans. Si on liste les problèmes, moi je dirais qu'il y a deux types de problèmes. C'est qu'on a, quelles que soient les politiques de gauche ou de droite impliquées depuis 30 ans, l'industrie est apolitique. Il est important quand même de noter que rien n'a été fait pour simplifier le travail des industriels en France, pour reconnaître le rôle de l'industrie. On nous a très longtemps, on nous a comparé au service, on a dit que la production devait partir en Chine, qu'il n'y avait plus de possibilité de production en France. On n'a plus besoin d'industrie. Qu'on n'a plus besoin d'industrie, que l'économie devenait virtuelle, que c'était l'importance, c'est les services qui devaient prendre le relais. La société post-industrielle. La société post-industrielle. Il y a eu des tas de grands intellectuels en France, de grands penseurs, de gauche et de droite, qui ont fait que, je dirais que petit à petit, si vous voulez, en plus avec une réglementation, encore une fois, qui ne s'est pas améliorée, une réglementation fiscale qui était très lourde, dans les années 80, 90, et qui font qu'à la fois un tissu industriel de PME patrimonial a été mis à mal quand même, je dirais, pendant une période,
où on a vu des exodes de gens qui vendaient leur société plutôt que de rester en France. Ça a été un dramatique. Si vous voulez, les joyaux de la couronne sont partis. Ce que vous voulez dire, c'est qu'aussi bien les gouvernements de droite que de gauche absolument. n'ont pas très bien compris. Je pense qu'à gauche, on a l'industrie. beaucoup alourdi, je dirais, des systèmes de réglementation fiscale, sociale, etc., qui fait qu'on était quand même dans des carcans difficiles. Et à droite, ça a été la suppression de la ministère de l'Industrie, plus besoin de vision industrielle, les lois du marché sont impénétrables. Donc, je crois. Oui, alors je crois que exactement. Et je crois que si vous voulez, il faut avoir du bon sens. Pour faire de l'industrie, il faut du bon sens paysan. Il faut faire, faut réfléchir, bien évidemment, mais il y a un moment, il faut faire, il faut exécuter. Il faut être tenace dans la durée et il faut y croire. Si vous voulez, quand je vois le modèle allemand et le modèle français, le modèle allemand, ils n'ont jamais douté de leur industrie. Ils n'ont jamais douté que les technologies du futur étaient présentes. Ils n'ont jamais douté des marchés du futur. Ils n'ont jamais douté de la production, parce qu'il faut savoir que la production était un mot aussi totalement hérétique en France pendant quelques années. La production, pour moi, c'est fondamental. C'est qu'on a besoin de l'innovation pour faire de la R&D, mais on a besoin de l'innovation dans les process, dans les matériaux, dans les composites, pour transformer une idée de R&D en un produit. Et ensuite, pour transformer un produit en chiffre d'affaires rentable. Si vous n'avez pas les 3 étapes dans le domaine de l'industrie, vous êtes mort. Alors, vous pouvez décider de sous-traiter une partie du centre à vos Chinois ou aux Indiens. C'est un modèle qui peut fonctionner. Vous pouvez sous-traiter plus ou moins, mais en général, et je vois bien le modèle allemand, si vous voulez, c'est surprenant, ils sont extrêmement intégrés. La plupart des sociétés que je connais en Allemagne sont très intégrées. Ils se débrouillent pour passer les crises et les aléas du marché par du chômage partiel, par une réglementation qui leur permet non pas de licencier à toute berzingue, etc., mais de protéger leurs technologies, leurs emplois, leurs experts, dans des périodes de crise comme en 2009, et de pouvoir très très vite remonter pour prendre des opportunités de marché de croissance. Ça, c'est la première plan, c'est un petit peu cette réglementation extrêmement lourde, tout type, qui fait que, si vous voulez, être entrepreneur en France, c'est quand même un petit peu galère. Alors, mais je ne voudrais pas me plaindre et ne faire que partie des pleureuses. Je pense qu'il y a aussi eu un manque de vision industrielle et stratégique du pays. On est passé de la période des plans. Alors, les initiatives gaulliennes et pompidoliennes, on avait tous des héritiers. Ça a été extraordinaire de vision pour le pays, au-delà des septennats. Vous n'êtes pas opposé à la politique industrielle. Et il faut être prudent. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir absolument une vision industrielle pour le pays, une vision des marchés du futur, parce que tous les grands pays l'ont. Les Américains, qu'on considère comme des grands libéraux, mais attendez, ils ont une politique stratégique, scientifique, technologique extraordinaire. Ils investissent des milliards d'euros dans le Pentagone. Ils ont investi l'année dernière, Obama, 80 milliards dans les smart grids, les réseaux électriques du futur. En 2001, qu'est-ce qui s'est passé avec les World Trade Centers? Ils ont décidé de mettre 4 milliards par an dans une agence qu'ils ont créée, National Homeland Security, pour protéger leur territoire, les réservoirs, les barrages, etc., etc. Donc je dirais, soyez libéral, messieurs, mais pendant ce temps-là, ils ont bien des visions et des politiques industrielles de être libéral, ce n'est pas contradictoire avec une politique industrielle. C'est complémentaire. Il faut faire les deux. Il faut absolument avoir un terreau d'entrepreneuriat, d'initiative, de faire créer des start-up, de faire développer des gens qui ont des initiatives, qui ont des idées, de faire transformer ces start-up en PME, de faire transformer les PME en ETI et les ETI en grandes sociétés. Et ça, c'est toute la culture entrepreneuriale d'un pays qu'il faut beaucoup mieux développer en France. Et en deuxième temps, il ne faut pas être plus naïf que tout le monde. Il faut aussi avoir quelques grandes impulsions, mais pas des plans qui viennent de 2-3 hauts fonctionnaires d'État qui vont vous dire on va faire de la machine-outil ou du plan calcul. Surtout pas. Ça n'a pas marché. Il faut, et là je reconnais que les initiatives du gouvernement récentes entre le grand emprunt, mais surtout les États généraux de l'industrie, ont été une approche qui ont permis à 5 à 6 000 personnes sur tout le territoire français, scientifiques, chercheurs, industriels, syndicats, de se mettre ensemble et de dire il y a 900 propositions qui sont sorties des États généraux de l'industrie. On va en reparler après. Je vais en parler. Je voudrais revenir sur les entreprises intermédiaires. Oui. Vous avez souligné, vous dirigez vous-même une entreprise de taille intermédiaire. Oui. Les fameuses ETI. Oui. J'ai noté, page 53 de votre livre, vous dites, vous écrivez, il ne reste plus en France que 5000 entreprises de taille intermédiaire, à comparer à 8000 en Angleterre. D'ailleurs, au passage, on sous-estime très souvent l'importance de l'industrie britannique. Oui, absolument. L'industrie a disparu, ce qui n'est absolument pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Et 12 000 entreprises de taille intermédiaire en Allemagne. Oui. Pourquoi cette différence? Alors, une première grande question entre l'Allemagne et la France, en tout cas, en Allemagne, les entreprises industrielles sont les joyaux de la couronne. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous compris, et tous les habitants et le pays, que les entreprises industrielles, ça crée des emplois et des richesses pour leur pays. Pourquoi industriel? Il n'est pas honteux d'être patron.
Et il n'est pas honteux d'être patron. Et pourquoi l'industrie, c'est très important? Pourquoi ils l'ont compris en Allemagne et on essaye de faire du lobbying et de l'évangélisation du pays sur l'industrie? Parce que, l'industrie, c'est quand même 85% de l'innovation française, privée. L'industrie, c'est 80% du commerce extérieur en France. C'est extrêmement important. L'industrie a un pouvoir fondamental de levier sur les services. Alors on essaie aussi toujours de nous opposer, industrie, services, etc. C'est faux, il ne faut pas nous opposer. L'industrie a besoin des services et les services ont besoin de l'industrie. Sauf qu'un emploi industriel en France crée au moins 2 emplois de services, restauration, magasinier, nettoyage, maintenance, autour de l'emploi industriel. Plus vous rajoutez les différents consultants, les écosystèmes, les fournisseurs, tout ce qui gravite autour d'une usine en France, mais vous arrivez à 4, 5, 6, voire 7 parfois. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce problème. Je reviens. Je pense en effet que c'est peut-être culturel en France, c'est peut-être un problème d'éducation nationale. Je pense qu'il y a un très mauvais niveau en France de compréhension de l'économie. L'économie, c'est pas bien, c'est des profits, on en met plein les poches aux actionnaires, etc. Je trouve ça scandaleux, parce que peut-être que pour quelques... Il faut diviser le profit en 3 tiers, dit notre président. Oui, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution non plus. Mais si vous voulez, il faut des locomotives. Il faut repartir du fait que l'économie tire le social. Ça, c'est le premier point qu'il faut enseigner dès l'école primaire. Le social ne pousse pas l'économie, c'est faux. C'est l'économie qui tire le social. L'économie, c'est quoi? C'est des clients. C'est des gens qui s'associent pour faire un produit, pour créer une idée, pour prendre des clients. C'est un marché. C'est des initiatives privées. Et ensuite, en effet, une fois que tout ça se met en œuvre, par l'innovation en France, on peut créer des sociétés qui se développent et faire ensuite du social et faire profiter tout le monde. Vous avez parlé de la je termine juste sur le problème dont vous parliez, c'est que je crois qu'il y a un problème culturel, de niveau économique très très faible du français, qui est en plus un petit peu suspicieux sur tout le monde économique. Et l'industrie a eu très mauvaise presse depuis 10 à 15 ans, parce que quand on fait des sondages auprès des jeunes, comme l'a fait la métallurgie, l'UMM, qu'est-ce que c'est que l'industrie pour vous? C'est de la pollution, c'est sale, c'est de l'huile, ça fume, c'est souvent des conflits sociaux. C'est ça qu'on nous présente, si vous voulez, à la télévision et à la radio. Alors qu'il y a peut-être eu, en effet, des problèmes chez Molex, chez Caterpillar, etc. Mais 98% de l'industrie et des usines que je connais bien, c'est propre, on fait des process, c'est un lieu d'épanouissement. La presse a une responsabilité dans cette image? Oui, énorme. Énorme. La presse a une responsabilité énorme, mais c'est pas ça. Les patrons ont une responsabilité aussi énorme, parce que on est chef d'entreprise, que vous le savez, vous l'êtes aussi. On est dans notre monde, on est aux manettes, on est très tiré, on doit exporter, on doit s'occuper de tas de choses, de la motivation de nos équipes, et faire en plus de la communication, faire en plus du lobbying, faire en plus, je dirais, c'est un peu compliqué au niveau de... Je crois que tout le monde a sa responsabilité, les patrons compris. L'éducation nationale, il faut absolument que ces deux mondes se reconnaissent, se côtoient, parlent les uns les autres. Et nous, au niveau de la FIEC, la fédération, on a créé une initiative qui s'appelle « Classe en entreprise ». On prend une classe de 30 élèves, surtout avec les professeurs. On les immerge pendant 3 jours et ils font classe dans l'entreprise. Et ensuite, au pause, au déjeuner, ils vont voir les ingénieurs, les secrétaires, les techniciens, les ouvriers. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'en effet, en général, et hors période de grave crise, eh bien, le côté humain est très présent. J'insiste. Parce que mon bouquin qui s'appelle le printemps, mon bouquin s'appelle Le printemps des magiciens, c'est pas plaidoyer pour l'industrie, c'est humain, c'est l'homme qui est derrière tout ça. Mais ce problème de formation, oui. On comprend le problème de formation dans le secondaire, mais on a en France le système des grandes écoles, le système des grandes écoles d'ingénieurs, oui. grandes écoles de commerce. Là, les gens ne sont pas formés en ennemis de l'entreprise, en ennemis de l'industrie. Comment se fait-il que de ces grandes écoles sortent si peu d'entrepreneurs ? Alors, je modulerai un tout petit peu, parce que je pense qu'il y a quand même un niveau d'entrepreneur en France qui n'est pas mauvais, qui est bon. Je n'ai pas les statistiques précises pour être rigoureux, mais ce que je vois dans les salons des entrepreneurs, des initiatives, il y a un niveau de gens qui créent leur entreprise qui est quand même assez élevé. Le problème que nous avons, c'est de transformer ces startups. On voit très souvent des startups qui meurent, mais ça c'est normal, mais au bout de 3, 4, 5 ans, ces gens-là qui ont réussi un peu et qui vendent leur entreprise et qui ne sont pas dans la durée. Take the money and run. Take the money and run. Et le problème, c'est qu'il y a peut-être aussi ce problème d'environnement aussi français qui est instable en termes de fiscalité. On a un peu peur du futur, on a un peu peur de se développer. Donc tout ça fait qu'en effet, il y a cette incertitude un petit peu, je dirais, par rapport à l'entreprise. Ensuite, je dirais que malheureusement, la finance et les services
avec tout ce que j'ai raconté juste avant, ont beaucoup attiré, continuent à attirer beaucoup, y compris des ingénieurs, si vous voulez. Et on m'a cité des niveaux de proportion, notamment d'ingénieurs super-héros, si vous voulez, qui sont incroyables. Je crois qu'ils restent sur une promotion, dans certaines années, mais 10% de jeunes ingénieurs qui vont vers l'industrie. Et les 80 autres pourcents ou 90 autres pourcents vont ailleurs. Et ça, c'est terrible, si vous voulez. Donc, il faut qu'on fasse rêver de nouveau, qu'on ait des projets de la croissance, qu'on aille chercher les pays émergents. Alors faisons rêver, parce qu'il y a un thème que je ne voudrais pas esquiver et qui vous est cher, c'est comment réindustrialiser la France. Alors, je crois qu'il y a trois besoins importants, trois thèmes importants. C'est une trilogie que je développe souvent, qui est le besoin d'avenir, le besoin d'air et le besoin d'amour. Alors, le besoin d'avenir, c'est quoi? C'est de dire que la croissance, elle ne se subit pas. Il faut aller la chercher avec les dents, pour paraphraser quelqu'un. Il y a plusieurs façons de faire de la croissance. On l'a pas vu. Il y a plusieurs façons de faire de la croissance. Il y a les pays émergents. Quand vous allez en Chine, vous voyez des Audi, des BMW, de la robinetterie Grohe, vous voyez de l'Allemagne partout. Bon. Ils ont compris, les Allemands, depuis très longtemps. C'est dommage que la France ne profite pas de 25% de l'humanité qui croît à 10% par an. Donc, les pays émergents, pour moi, c'est fondamental. Mais est-ce que cela crée de la croissance ici? Oui. Pourquoi ça peut créer de la croissance ici? Parce que si vous continuez à être très bon dans ce que vous faites, et dans l'industrie, vous pouvez être bon dans la R&D, et on l'est, la créativité, les idées, vous pouvez être très bon dans les matériaux, vous pouvez être très bon dans les process, vous pouvez être très bon de façon scientifique, il y a une base scientifique énorme, une base de recherche énorme. Si nous mettons notre intelligence collective au service de ces pays émergents, de ces technologies, vous pouvez prendre des technologies, même en s'implantant sur place, et continuer de faire de l'innovation pour faire les avions du futur. Par exemple, demandent souvent des transferts industriels, des transferts technologiques. Mais je suis d'accord que c'est une difficulté, mais par des joint ventures qui sont astucieusement faites, comme le fait Areva d'ailleurs, très bien, comme je le fais aussi à Radial, vous pouvez quand même profiter de marché et de faire de la technologie sur place parce qu'ils veulent de la technologie, mais garder l'essentiel et être toujours en avance en parallèle chez vous. Ça se démontre, les Allemands le démontrent toute la journée, et nous avons une base très ancienne, culturelle, encore une fois, de mathématiciens, de scientifiques, de technologies très fortes. Donc n'ayons pas peur des Chinois, ils vont progresser, ils vont avancer, soyons sûrs de nous et continuons d'avancer. Donc la croissance, il faut aller la chercher au très loin. Quel est peut-être le rôle des multinationales? Alors, exactement, les multinationales ont un rôle, c'est ce que j'aime beaucoup appeler, résumer en disant il faut chasser en meute. Les Allemands chassent en meute naturellement. Ils embarquent leur écosystème de PME, de TI avec eux. Ce n'est pas les grandes entreprises contre les PME. Mais surtout pas. Nous avons besoin de tout le monde. La France doit gagner en équipe. Ça doit être la France de l'équipe de foot de 1998 et non pas celle de 2009. C'est celle qui doit faire fonctionner ensemble des locomotives de tête qui sont nos grandes sociétés, avec les ETI intermédiaires, avec les PME et les petites boîtes. Aujourd'hui, c'est vrai que les grandes locomotives que nous avons sont parfois un peu solitaires, se sont souvent développées en croissance externe aussi, qui expliquent qu'elles n'ont pas eu cet effet d'entraînement que l'on voit merveilleusement bien en Italie et en Allemagne. Donc je crois que là, il faut absolument qu'on travaille aussi ce sujet-là. Ça, ce sont deux axes pour générer la croissance. Ensuite, vous avez l'innovation dont j'ai parlé, l'innovation multiforme, dans les process, dans les matériaux. On a tout pour plaire. Il faut arrêter de dire que la production est foutue en France. Deuxième thème, le besoin d'amour. Le besoin d'amour, je crois que c'est important, c'est de faire une campagne pour réhabiliter l'économie, l'entreprise et surtout l'industrie. Alors, c'est par des initiatives de type classe en entreprise, c'est des initiatives de communication. Je rêve d'une campagne de publicité tous les soirs de 30 secondes où, au lieu d'avoir des idées près de chez vous qui fait la publicité d'une belle maison d'immobilier et de décoration, en France, ce serait des métiers près de chez vous. D'avoir un jeune qui est dans une usine, qui a appris ce que c'est que le métier de régleur ou de décolleteur et qui est parrainé par une personne plus âgée, un senior, et qui permettrait de voir que ce type-là, il crée des pièces, il est content, il vient peut-être de classe défavorisée. Repopulariser l'industrie. Montrer que c'est aussi une cellule, au-delà de la famille, c'est la première cellule d'intégration des jeunes, de formation des jeunes, toute classe sociale, toute tendance, toute race. C'est une cellule fondamentale. Alors il y a une troisième idée. Troisième idée, besoin d'air, c'est le besoin d'air classique. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier celui-là. C'est le combat du MEDEF et de Laurence Parisot. C'est un combat patronal depuis des années qui est un besoin qui doit être en résonance des deux premières, c'est-à-dire d'expliquer que les entreprises, ce ne sont pas des assoiffeurs, ce ne sont pas des délocalisateurs, ce ne sont pas des patrons voyous. Ce sont des créateurs d'emplois et de richesses. Et on a besoin
On a besoin d'air, on a besoin d'avoir plus de financement pour développer les PME qui se transforment en ETI, on a besoin de mieux financer l'innovation par des dispositifs de type crédit impôt recherche qu'il ne faut pas toucher. On a besoin d'un peu d'aide de l'État, je dirais, pas trop, mais juste... Alors justement, ce rôle de l'État, Oui. vous n'êtes pas contre le rôle de l'État? Je ne suis pas contre, mais il faut d'abord qu'il soit facilitateur des filières stratégiques, non pas planificateur du futur, parce que ça ne marche pas. Il faut qu'il soit susciteur, mis en œuvre, initiateur, comme les États généraux de l'industrie. Et je crois que ça, c'est une très belle initiative qu'il faut transformer en action. C'est très important. On a le rapport maintenant. Mais comment fait-on pour avoir une stratégie commune qui va aboutir au fait qu'on va chasser en meute, comme vous le disiez? Eh bien, une cohérence stratégique. Je crois justement, à force d'en parler, grâce à des gens comme vous aussi, je crois qu'il faut absolument que l'État, je crois que l'État s'en est rendu compte, je crois que Nicolas Sarkozy, je dirais, a beaucoup poussé depuis quelques années sur la reconnaissance de l'industrie et des usines, ce rôle structurant, ce rôle fondamental au-dessus des services, je dirais, sur lequel fleurit des emplois et des services, etc. Et c'est la conférence nationale pour l'industrie qui est issue des États généraux de l'industrie, je dirais, doit se mettre en œuvre et se mettre en œuvre pour transformer ce qu'on vient de dire, ces 900 propositions résumées en 24 propositions, en action. Il y a tout, je crois, dans ces États généraux de l'industrie. Mettons maintenant en œuvre, ayons la ténacité dans la durée, soyons apolitiques, c'est-à-dire ce qui est très important, c'est qu'on croit à ces filières d'avenir, c'est qu'on essaye, il y aura peut-être des échecs. On peut discuter avec tout le monde quand vous dites soyons apolitiques? Oui, je crois que c'est fondamental, il faudrait en faire une union sacrée pour l'industrie. Je crois que c'est fondamental qu'on comprenne à gauche, à droite, chez les salariés, chez les cadres. Vous dialoguez avec la gauche? Je fais pas que ça, vous savez, je suis chef d'entreprise avant tout. J'ai parfois des discussions, bien évidemment. Je rencontre les syndicats, comme récemment la CFDT, dans un colloque sur les télécoms. Les syndicats sont pas obligatoirement de gauche. Non, mais vous avez parfaitement raison qu'il faut, et vous avez parfaitement raison, il faut sortir de nos milieux d'économistes et de chefs d'entreprise pour aller en effet essayer d'aller voir le citoyen. Le citoyen, ces jeunes, l'éducation nationale, pour l'expliquer qu'il y a un avenir, qu'on est capable de s'en sortir, qu'il y a des magiciens vers des marchés du futur, vers des pays émergents, et que tout ça, c'est aussi notre rôle de le dire, et que j'espère bien que les 10 prochaines années soient le retour d'une certaine politique industrielle, encore une fois, non pas basée sur des plans venant de l'État, mais vers une façon de l'État de faciliter l'émergence des idées, l'émergence des entrepreneurs et des certaines initiatives visant à recréer des filières d'excellence pour le pays. Parce que, je termine là-dessus, sur les filières d'excellence, il y en a eu quelques-unes. Nous connaissons le nucléaire qui va encore pas trop mal, l'aéronautique qui va bien, le spatial, le militaire, l'automobile, attention, les télécoms qui ont été vraiment très en difficulté. Il faut recréer d'autres filières d'excellence, mais de façon bottom-up, vers le solaire, le nucléaire, le développement durable, la santé, la télésanté, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui permettrait de voir si en effet des écosystèmes autour de grosses locomotives de tête et des petites gazelles et plus petites sociétés pourront se développer dans cet environnement très pro-industriel, pro-technologique. Eh bien, c'est dans cette espérance d'un printemps des magiciens pour très bientôt, un printemps des magiciens industriels, que nous allons conclure. Merci Pierre Gattaz. Merci infiniment. Merci beaucoup.